je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la série Mad Men. La série Mad Men, c'est ma série préférée de tous les temps, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous enjoins à aller la voir. Je sais que peu de monde a regardé cette série et c'est vraiment dommage parce qu'elle est géniale, donc j'espère, si vous ne l'avez pas vue, que cette vidéo vous donnera envie de la débuter. Je l'ai regardée déjà il y a quelques années et c'est une série qui m'a vachement marquée parce que visuellement, esthétiquement, elle est vraiment réussie et parce que le rôle de la mode y est assez important. Elle a été tournée de 2007 à 2015 et elle a été réalisée par Matthew Weiner. En commençant à travailler pour cette vidéo, j'ai lu un article sur Cairn dans lequel il y avait cette phrase: l'Amérique dépeinte et détaillée dans cette série commence à être un univers puissant de création et de production de style de vie. Le plot de la série se passe dans une agence de pub et le protagoniste qui s'appelle Don Draper, c'est un mec qui bosse là-dedans et qui donc crée des pubs. Donc on assiste vraiment, oui, à l'émergence des médias, d'une culture populaire, de la publicité de masse et d'un capitalisme triomphant qui engage aux États-Unis une grande variété et aussi une certaine richesse des styles de vie, à la même mesure que la figure féminine semble finalement aller vers son émancipation. Et on a aussi l'idée dans cette série que le décor, que les accessoires, que la mode vont être des protagonistes aussi de la série à part entière, qui vont avoir un rôle, qui vont avoir une certaine signification, etc. La costumière de la série, c'est Janie Bryant, qui s'est fait vachement connaître autour de la série puisque quand elle est sortie, bien évidemment, on a tout de suite parlé de ses costumes qui sont géniaux, qui sont hyper travaillés. Ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que on a des personnages féminins qui sont très forts, qui sont très différents et qui ont des rapports à la féminité complètement divergents. Et c'est ce dont j'avais envie de parler dans cette vidéo parce que malheureusement dans cette vidéo je vais pas pouvoir parler de tous les personnages. Donc j'ai fait le parti pris de me concentrer seulement sur 4 personnages féminins qui sont pour moi les 4 personnage essentiel de l'intrigue. Ce qui est très parlant aussi, c'est que Mona Chollet, dans l'introduction de son ouvrage Beauté fatale, elle dit que Mad Men est une série qui est parvenue à parler finalement de l'histoire des femmes, notamment en lien avec l'histoire de la féminité et de l'apparence, et que pourtant, quand la série est sortie, ce qu'on a pu voir dans les médias, c'est seulement des articles sur comment ressembler à Betty Draper ou How to get the look of Joanne Holloway, des trucs comme ça. Donc en fait tous les médias à la sortie de Mad Men se sont entichés des looks des personnages féminins sans même se rendre compte qu'il y avait une autocritique dans la série de cette focale toujours portée sur l'apparence des femmes. Du coup moi dans cette vidéo ce que j'ai envie de faire c'est de prouver qu'on peut parler des looks des nanas, de leur rapport à la féminité, de leur rapport à l'apparence en étant constructif, en déployant une analyse d'ordre même sociologique et en gardant en tête bien sûr la portée critique de la série. Nous allons commencer avec le personnage essentiel, c'est-à-dire Betty Draper. Betty Draper, c'est donc la femme de Don Draper quand on commence la série. C'est cette jolie blonde qui ressemble à une poupée, qui a tout pour être parfaitement heureuse, qui a une vie luxueuse en banlieue. Au début de la série, Betty, on la connaît pas très bien, mais forcément son look, son apparence et sa beauté vont tout de suite nous enjoindre à apprécier ce personnage. Et en fait, ça va être très intéressant parce que on va commencer à la connaître au fur et à mesure des épisodes et on va se rendre compte que c'est un personnage finalement tout à fait détestable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un personnage qui est complètement centré sur l'apparence et Betty est une image dans le monde publicitaire de son mari. C'est un faire-valoir pour son mari. C'est la façade du couple idéal, c'est ce qui permet à son mari aussi d'avoir une crédibilité en société. Finalement, Betty, c'est un peu le rêve que Don aimerait vendre aux autres, la preuve de sa vie parfaite, parfaitement ficelée, de sa réussite. Et ce qui est très marrant, c'est qu'en 2010, il y a la poupée Barbie qui a sorti une édition Mad Men où Barbie et Ken c'était Betty et Don Draper. Donc ça illustre très bien cette idée que Betty et Don c'est le couple idéal en fait. Le look de Betty concrètement démontre une espèce d'attention hyper maniaque aux moindres détails, c'est-à-dire que son brushing est parfait, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, elle a toujours les ongles faits, elle a toujours du rouge à lèvres et ça s'explique par le fait que son apparence c'est la seule forme de pouvoir que peut exercer Betty dans sa vie. Betty autrefois avant de se marier à Don, elle avait ce rêve de devenir
devenir une mannequin. Et en fait là elle se retrouve coincée dans la banlieue new-yorkaise à élever des enfants dont on ne sait même pas si elle a voulu et à devoir en fait assumer le rôle de la housewife parfaite que tout le monde envie alors que en réalité elle est extrêmement malheureuse. Dans son look on voit que Betty elle est hyper chic mais c'est limite trop en fait. Elle est un peu coincée dans le passé, elle a un look qui reste encore très 50s, notamment une silhouette que moi j'aimerais bien rapprocher du new look. Le new look c'est une expression qui a été inventée par Carmel Snow qui était rédac chef du Harper's Bazaar au sujet de la silhouette Dior de 1947 qui est une silhouette qui en fait va se positionner contre les silhouettes qu'il y avait avant la guerre qui étaient des silhouettes plutôt signées Chanel, plutôt pragmatiques, qui ont libéré un peu le mouvement et puis qui est aussi en réaction le new look à la silhouette de la guerre en fait, du rationnement où on avait des épaules plutôt carrées, des jupes plutôt étroites. Christian Dior, il va vouloir revenir à l'opulence d'un corps de femme voluptueux. Il souhaitait, je cite, créer des femmes fleurs aux épaules douces, aux bustes épanouis, aux tailles fines comme des lianes et aux jupes larges comme des corolles. Et au début de la série, on voit vraiment que Betty adopte un petit peu ce look-là. C'est vraiment le new look, l'exaltation du corps féminin désirable avec une silhouette en sablier, mais toujours très très chic, très convenable aussi. Et les américaines, elles ont adopté ce look beaucoup plus rapidement que les européennes et que notamment les françaises, et je pense que ce new look, autant dans la forme esthétique que dans l'idéologie qu'il y a derrière, correspond tout à fait au personnage de Betty Draper. En fait, Betty, dans son identité, ne peut se construire qu'en étant la prolongation de l'identité de Dawn. Ses moindres faits et gestes sont contrôlés par son mari, elle ne vit que dans l'espace domestique, dans l'espace du foyer, et finalement, lors de la saison 2, on va voir qu'elle va prendre petit à petit confiance en elle, qu'elle va échanger des regards avec d'autres hommes. Dans la saison 3, on voit qu'elle va vraiment devenir plus glamour, notamment pendant le petit voyage en Italie, où on a même une influence un peu française, très actrice, très fatale. Mais Betty va se remarier après son divorce avec Don. Tout le semblant d'émancipation qu'on pensait qu'elle gagnait alors va s'écrouler parce que elle est de retour à la vie de la bonne ménagère quoi, c'est un peu ça. Sauf que maintenant Francis, son nouveau mari, c'est un politicien et que du coup dans son look ça va se traduire avec des couleurs beaucoup moins vives qu'elle portait jusqu'alors, moins de motifs aussi, et surtout elle va porter plus de tailleurs, des couleurs plus ternes et des rangs de perles parce que maintenant son apparence doit aussi endosser ce rôle d'image pour son mari qui est politicien. Lors de la saison 5, elle va prendre beaucoup de poids, elle va se transformer, et quand Betty grossit, on a affaire à une fracture au sein de son personnage. Le mythe s'écroule, le rêve est percé à jour et on découvre la faille de Betty, la faille de tout ce système finalement. Son personnage qui était centré autour de sa beauté perd tout à coup de sa valeur. Pire, on se met même à la détester, à ne voir plus que ses défauts parce que tous les défauts étaient rendus acceptables par le fait qu'elle est si jolie. Betty, finalement, elle n'avait qu'un rôle dans cette série et elle n'a pas su le conserver. Donc bien sûr, tout ce qu'on va ressentir lorsqu'elle prend du poids, c'est aussi le signe d'une grossophobie patente. En plus, quand elle prend du poids, elle va s'habiller dans des couleurs beaucoup plus neutres, elle va s'habiller beaucoup en marron, en beige, qui sont des couleurs en fait invisibles en termes fashion, des couleurs qui veulent s'oublier, qui veulent se faire petites, s'invisibiliser. Dans la saison 6, Betty va perdre du poids, elle va avoir un coup d'un soir, elle va reprendre confiance en elle. Pourtant, c'est trop tard en fait, tout est déjà dépassé, elle a raté le coche des 60s autant dans son style que dans son système de valeurs, et ça on le voit notamment avec la manière dont elle éduque sa fille et dans la confrontation avec Sally, sa fille. Et cette espèce de fait que Betty ne soit jamais en phase avec son époque, c'est flagrant dans l'épisode où elle essaye de se remettre au mannequinat. Il y a un plan où elle est dans la ligne d'attente du casting et elle est au milieu et elle porte une énorme robe noire et rose avec un grand nœud comme ça sur la poitrine, et on voit que toutes les autres mannequins qui attendent ne ressemblent pas du tout à ça. Et là on se rend compte à quel point Betty, elle appartient à un autre monde, un monde qui est révolu. Betty dans la série, c'est le mirage de quelque chose de passé qu'on aime et qu'on apprécie parce que ça fait du bien de se le remémorer, mais qui est tout le temps en décalage. Et ce moment dans la série du casting, pour moi, il est hyper crucial parce que c'est un moment où visuellement on se rend compte
de cette rupture que connaît Betty et que le seul ancrage qu'elle connaît c'est bien celui de la mélancolie. Betty est toujours tournée du côté du passé. L'inspiration fashion pour Betty, et c'est Jenny Bryant qui le dit, c'était Grace Kelly. Et c'est hyper intéressant à noter et ça me permet de faire le pont avec notre prochain personnage parce que Joanne Holloway, la secrétaire de base de la série, elle a été plus inspirée par Marilyn Monroe. Joanne Holloway, c'est mon personnage préféré, je pense. Je trouve que c'est un personnage hyper compliqué, très bien écrit, qui a une évolution assez dingue. Et notamment parce que Joan, elle est déchirée entre deux désirs antinomiques. Elle est déchirée entre son désir de domesticité, que Betty a choisi, et entre son désir d'ambition et de carrière, que Peggy a choisi. Et elle se trouve vraiment à la croisée entre ces deux désirs-là. C'est-à-dire que dans la première saison, quand on arrive dans Mad Men, Joan, une des premières choses qu'elle nous dit, c'est qu'elle doit se trouver un rich husband, elle doit se caser pour pouvoir arrêter de travailler. Et finalement, on va se rendre compte au fur et à mesure de la série que c'est une femme de tête, que c'est une femme de pouvoir et que elle adore son travail. C'est donc un personnage qui va à l'encontre d'une binarité qui est donc plus difficile, je pense, à traiter à l'écran que peuvent l'être Betty et Peggy, et qui du coup va avoir un parcours hyper singulier. Je tiens aussi à vous dire que pour préparer cette vidéo, j'ai regardé les vidéos de The Take, la chaîne qui est une chaîne qui analyse un peu des séries et des films et qui fait ça de manière assez qualitative. Ils ont fait plusieurs épisodes sur les personnages de Mad Men et vraiment c'est super. Je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse de creuser le sujet. Pour revenir à Joan, dans cette série, c'est vraiment la caricature de la femme sexy qui doit mal finir. Quand je vous disais qu'elle était inspirée par Marilyn Monroe, c'est pas un hasard. Ce sont des femmes auxquelles on voue un destin tragique, un peu comme les femmes fatales, parce que ce sont des femmes qui ont une sexualité qu'on juge trop exubérante, ou alors tout simplement qui ne peuvent vivre qu'à travers le désir et le regard désirant des hommes, et qui du coup connaissent une fin tragique. Et Joan, elle accentue vachement ce côté-là en ne portant que des vêtements hyper moulants, en portant des couleurs hyper vives, en portant des robes fuchsia, des robes rouges, des robes aubergines, vertes fluo, qui couplées à son rouge à lèvres rouge, à ses cheveux roux, à tous les accessoires qu'elle porte, c'est waouh, c'est très opulent quoi. Et finalement, cette manière de se sexualiser elle-même et de mettre l'accent sur ses courbes et ses formes, c'est sa réponse à la misogynie pour prendre du pouvoir. Et c'est une réponse qui va être complètement différente que celle de Peggy, on va le voir par la suite. Mais malgré cette prise de pouvoir, on se rend compte très vite que dans ce monde d'hommes, Joan, elle est tout le temps humiliée, rabaissée et slut-shamée. Ses collègues hommes agissent sans cesse comme si elle était un élément perturbateur au bureau, comme si elle allait les déconcentrer, alors que ce sont eux qui la sexualisent d'un premier abord, quoi. Finalement, au bureau, il n'y a qu'une seule personne qui ne la sexualise pas, ou du moins pas trop dans mes souvenirs, et c'est Don Draper, le protagoniste. En soi, Don, il a exactement les mêmes caractéristiques que Joan. Il joue de son charme, il est très sexy, il est déchiré entre sa volonté d'avoir un bon mariage et de vivre une vie rangée, et son amour pour son boulot, son ambition et ses démons. Mais comme Don, c'est un homme, bien sûr, ça ne lui retombe pas dessus. Alors que Joan, bah, c'est une autre histoire. Ce qui est marrant, c'est que tout au long de la série, il n'y aura jamais d'intercourse ou d'histoire sexuelle ou de drague entre Joan et Don. Et finalement, ça, c'est sûrement dû au fait que John et Dawn, ils sont conçus un peu dans la série comme étant frères et sœurs. Ils sont équivalents, en fait. Matthew Weiner a dit que dans le subconscient de Don, il y a une forme de rivalité non formulée entre Joan et lui. Ce glamour poussé à l'extrême d'un point de vue du style, il se traduit avec des décolletés pigeonnants, avec beaucoup de cols bateaux qui sont des cols hyper féminins, des soutiens-gorge coniques, des couleurs très vives, et aussi un accessoire qui est hyper intéressant, c'est le pencil necklace qui apparaît dans la saison 2. Ce collier stylo, il symbolise un peu l'ascension sociale de Joan et aussi sa manière d'achever cette ascension, c'est-à-dire que Joan, elle veut être considérée pour son intelligence, pour ses idées, pour son travail, mais elle sait parfaitement que tout ça est indissociable de son corps, de sa féminité, et elle va en jouer. Et ce pencil necklace qui tombe parfaitement entre ses seins, eh bien, il incarne cette idée-là.
ça. Donc le pencil necklace, il va la suivre pendant toute la série jusqu'à ce qu'elle devienne finalement associée. Il traverse les saisons. Il est une manière toujours de nous rappeler qu'est-ce qu'elle veut vraiment, Joan. Pendant la saison 4, elle va, comme tous les personnages, avoir de plus en plus d'influence 60s et ça c'est vraiment chouette dans la série. On voit les motifs 60s, les coupes, les jupes qui se raccourcissent au fur et à mesure. Dans la saison 6, elle a tendance plutôt à se lâcher les cheveux, ce qui est aussi un résultat des années 60. Et dans la saison 7, elle porte la frange, mais elle ne porte plus le pencil necklace. C'est un peu une forme aboutie de ce qu'elle a été pendant toute cette saison, c'est-à-dire que maintenant elle a une frange, elle a changé de coiffure, d'où ma dernière vidéo sur les symboles que ça peut être que de se couper les cheveux ou de changer de coiffure, et elle n'a plus besoin de ce pencil necklace qui est en fait un grand changement à la fois esthétique et identitaire parce qu'elle n'a plus besoin de faire ses preuves. Plus elle prend de pouvoir, plus les hommes autour d'elle vont se méfier de Joan et devenir vicieux. Et ça, dans le style, ça résulte avec des couleurs de plus en plus intenses, des robes rouge sang et noir de jet. La taille est toujours hyper marquée, elle porte beaucoup de tissus très satinés, de drapés, ce qui est un peu le motif de la femme Vénus. À la fin de la série, Joan est célibataire, elle a commencé son propre business, donc finalement, et c'est ça qui est hyper intéressant, on se rend compte que c'est le personnage qui est le plus caricatural dans sa féminité, alors que du point de vue identitaire, dans son ascension identitaire et professionnelle, elle se rapproche bien plus des standards masculins que les autres personnages, et moi je trouve ça assez fascinant. Parlons maintenant de Peggy. Peggy qui a un rapport à la féminité complètement différent que Joan ou que Betty, puisque Peggy, elle started from the scratch, vraiment dans la saison 1, elle a une mini frange ridicule, elle ressemble à rien, elle porte des trucs informes, on parierait vraiment pas sur elle, elle fait pitié, et aussi elle va prendre beaucoup de poids, et c'est marrant parce que dans Mad Men, la prise et la perte de poids va correspondre aussi à la prise et à la perte de pouvoir, ce qui déjà traduit très bien la manière dont on considère la prise de poids dans notre société, mais ce qui traduit aussi dans le cas de Peggy, et ça c'est le réalisateur de Mad Men, Matthew Weiner, qui l'a dit, son anxiété face à sa sexualisation au bureau. C'est-à-dire que Peggy, elle est arrivée, elle s'est fait sursexualiser par tous ses collègues masculins alors qu'elle était juste là pour travailler. Et en fait, cette prise de poids, ça a été un peu un réflexe traumatique à vouloir s'invisibiliser, vouloir échapper à ce regard sexualisant et ce regard absolument dégoûtant des hommes de son entourage. Finalement, c'est dans la saison 3 que Peggy, elle va changer de coupe, elle va abandonner cette espèce de mini-frange ridicule, et c'est à ce moment-là qu'elle va devenir un petit peu plus puissante. Elle va enfin porter des robes qui lui vont un petit peu mieux, qui sont plus ajustées et qui vont mieux dans sa morphologie. Et en fait on se rend compte que même si Peggy elle aimerait ne pas faire attention à ça, dans un monde d'hommes, elle n'a pas le choix. Qu'elle s'y intéresse ou non, son rapport à l'apparence sera forcément un statement et sera forcément commenté par ses collègues. Cette attention portée à son physique, ça reste assez nuancé chez Peggy parce qu'elle porte quand même des couleurs assez froides. Elle veut notamment marquer une différence avec ses collègues femmes qui, elles, font hyper attention, comme par exemple Joan. Elles ont des chemins vers la réussite et des prises de pouvoir qui sont totalement inversées. Elle veut montrer, et c'est un statement à ses collègues, qu'elle n'est pas là pour leur plaire, qu'elle est leur égale. Et c'est, je ne vais pas rentrer dans le jeu de la séduction, qu'elle parvient à faire ça. Peggy, elle est hyper nulle en mode, elle a aucun goût, elle essaye de combiner un esprit féminin et un esprit masculin, mais ça ne marche absolument pas. En plus, c'est seulement dans la saison 6 qu'elle se met à porter des pantalons, alors que par exemple Betty en a porté bien avant, donc elle est encore hyper vieillot machin, et finalement c'est dans la saison 7 qu'elle va commencer à mieux s'habiller, à être un peu moins en fashion mess, et ça se conjugue avec sa réussite professionnelle. Peggy, il faut aussi savoir que le plissé c'est sa signature. Le plissé c'est quoi? Forcément ça rappelle la bonne élève, la bonne écolière en jupe ou en robe plissée, la première de la classe quoi. Finalement la première fois où Betty porte une robe sans qu'on l'infantilise ou qu'on s'en moque, c'est quand elle déménage dans son propre bureau qui lui est réservé dans l'agence McCann Erickson. Et là,
Elle a la clope au bec, les lunettes de soleil, elle a une robe plissée encore une fois parce qu'elle est fidèle à elle-même, à motif géométrique très 60s. On sent qu'elle a la confiance, on sent que c'est un changement radical aussi dans l'idéologie aux États-Unis en fait, parce que les femmes elles commencent à prendre du pouvoir au bureau. C'est pour ça que j'adore ce personnage, parce que elle fait son petit bout de chemin et au final elle est géniale quoi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur Mad Men, la mode dans Mad Men. Si elle vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, et puis je pourrais faire un épisode 2 parce qu'on n'a pas parlé de Meghan, on n'a pas parlé de tous les personnages masculins qui ont aussi des styles, des rapports à leurs apparences où il y aurait plein de choses à dire, donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous donne rendez-vous sur mon blog pour lire mes articles ou sur Instagram, et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous!